Abby, une fillette de seulement 7 ans, a interrompu une audience en pleine lecture du verdict concernant son père. Elle a affirmé pouvoir prouver son innocence et plus encore, elle a promis de guérir le juge sur le point de l'envoyer en prison. Tout le monde a ri. Mais quelques secondes plus tard, quelque chose s'est produit. Quelque chose que personne, pas même le juge, n'a su expliquer. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le marteau frappa 3 fois sur la table en bois sombre. Le bruit résonna dans la salle d'audience du tribunal supérieur d'Oak Ridge comme une cloche annonçant la fin d'une nouvelle journée de jugement. Le juge Victor Harland ajusta ses lunettes et regarda l'homme assis sur le banc des accusés. Lamar Smith n'avait que 32 ans, mais il en paraissait bien plus. Ses yeux étaient rougis par les larmes. « Monsieur Smith, le jury a rendu son verdict », déclara Victor d'une voix froide et mécanique. Cela faisait 15 ans qu'il parlait ainsi, sans laisser paraître la moindre émotion. Depuis l'accident qu'il avait cloué dans ce fauteuil roulant, il s'était transformé en véritable machine à appliquer la loi. Rien de plus. Lamar se leva lentement, les mains tremblantes. Sur la gauche de la salle, sa fille Abby était assise au premier rang. La fillette de 7 ans tenait un vieil ourson usé et ne quittait pas son père des yeux. « Pour vol à main armée, ce tribunal vous déclare coupable. La peine est de 12 ans de prison », annonça Victor. La salle fut traversée par un murmure général. Certains applaudirent discrètement, d'autres secouèrent la tête, silencieux. Lamar s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. « Papa !» cria Abby, sautant de son siège. Les agents de sécurité bougèrent pour l'arrêter, mais elle fut plus rapide. Elle courut dans l'allée centrale jusqu'à se retrouver face au juge. Des larmes coulaient sur ses joues rondes et rouges. « S'il vous plaît, monsieur le juge, mon papa n'a rien fait. Je le sais, je le sens. » Victor frappa à nouveau du marteau. « Silence dans la salle. Agent, veuillez évacuer l'enfant. »« Attendez !» cria Abby avant qu'il ne puisse la toucher. « Je peux prouver que mon papa est innocent. »« Petite, ce procès est terminé. Il n'y a plus rien à discuter. » Abby leva les yeux vers le juge, ses grands yeux brillants fixés sur lui. Elle vit le fauteuil roulant, vit qu'il ne bougeait pas les jambes, et soudain, une idée surgit, comme venue de nulle part. « Libérez mon papa, et je vous guéris », lança-t-elle, sa voix résonnant dans le silence de la salle. Un instant de silence total. Puis, une rumeur de rire nerveux monta du fond. Bientôt, presque tout le monde riait. Certains riaient doucement, d'autres éclataient franchement de rire. C'était absurde. Une enfant de 7 ans promettant de guérir un homme paralysé depuis 15 ans ? « N'importe quoi !» s'exclama quelqu'un dans le public. « Elle regarde trop de dessins animés, cette gamine !» lança un autre. Victor sentit la colère lui monter au visage. « Agent, sortez cet enfant tout de suite !» Mais Abby ne bougea pas. Elle s'agenouilla là, devant tout le monde, ferma les yeux et joignit ses petites mains. « Cher Dieu, vous savez que mon papa est bon. Il n'a jamais fait de mal à personne. S'il vous plaît, montrez au juge qu'il dit la vérité. Faites-le remarcher pour qu'il voie que les miracles existent. » Les rires cessèrent. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Même les enfants présents ne faisaient plus de bruit. Abby continuait de prier, pleine d'une foi que Victor n'avait jamais observée chez qui que ce soit. Soudain, Victor ressentit quelque chose d'étrange. Une chaleur envahit ses jambes. C'était impossible. Il n'avait rien senti depuis 15 ans. Et pourtant, à cet instant, il ressentait bien quelque chose. Son cœur s'accéléra. Il tenta de bouger son pied droit. Et, à sa grande stupeur, il le vit bouger légèrement. Cela ne dura que quelques secondes, mais c'était réel. Victor regarda autour de lui, étourdi. Personne ne semblait avoir remarqué. Tout le monde fixait Abby, toujours agenouillé, toujours en prière. Impossible.
murmura Victor. J'ai dû rêver. Il frappa le marteau avec force, plus fort que d'habitude. Silence! Silence dans la salle! Agent, sortez cet enfant immédiatement! Les agents attrapèrent Abby par les bras et la soulevèrent. Elle ne se débattit pas, mais fixa le juge droit dans les yeux. « Vous avez senti quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle pendant qu'on l'emmenait. Victor fit mine de ne pas entendre. Le verdict est confirmé. 12 ans de prison pour l'accusé. Affaire suivante. Abby fut emmenée en pleurs hors de la salle. Lamar, menotté, fut escorté par les policiers. La journée se termina comme toutes les autres. Mais Victor ne parvenait pas à chasser de son esprit ce qu'il avait ressenti. Ce soir-là, chez lui, il resta éveillé jusqu'à tard. Il essaya de bouger les jambes des dizaines de fois. Rien. Comme si ce qui s'était passé plus tôt n'avait été qu'un rêve. Mais il savait que non. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il à son reflet dans le miroir de la salle de bain, brosse à dents à la main. « Ça ne peut pas être réel. » Mais au fond de lui, Victor savait que quelque chose avait changé. Pour la première fois en 15 ans, il doutait. Il doutait de la culpabilité de Lamar Smith. Il doutait des miracles. Et il doutait de lui-même. Le lendemain matin, la une du journal local titrait « Une fillette promet de guérir un juge paralysé en échange de la liberté de son père ». On voyait Abby, en photo, portée hors du tribunal par les agents. Victor replia le journal et le jeta à la poubelle. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à la fillette et à ce qu'elle lui avait dit. 3 jours s'étaient écoulés, mais Victor n'arrivait toujours pas à se concentrer sur son travail. Pendant les audiences, son esprit revenait sans cesse à cet après-midi où il avait senti ses jambes bouger. Il en était certain, ce n'était pas une illusion. Mais comment expliquer une chose pareille? Le jeudi après-midi, Victor prit une décision qu'il ne comprenait pas lui-même. Il monta dans sa voiture adaptée et se rendit à l'abri Sainte-Claire, où il avait appris qu'Abby vivait depuis l'incarcération de son père. Le centre était un vieux bâtiment, mais bien entretenu. Des dessins d'enfants couvraient les murs et des jouets traînaient dans la cour. Victor n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Depuis 15 ans, il évitait tout ce qui pouvait lui rappeler les enfants ou la vie de famille. « Je peux vous aider ?» demanda une femme souriante à l'accueil. « Je suis le juge Victor Harland. Je souhaiterais parler à Abby Smith. » La femme le regarda, surprise. « La petite dont on a parlé dans les journaux? Pourquoi voulez-vous la voir ?» Victor hésita. « C'est au sujet du procès de son père. » Quelques minutes plus tard, Abby apparut dans le couloir. Elle portait une robe rose toute simple et des sandales usées. En voyant Victor, ses yeux s'illuminèrent. « Je savais que vous viendriez, » dit-elle en courant vers lui. « Comment le savais-tu » ? « Parce que Dieu m'a dit que vous sentiriez vos jambes ce jour-là. Et si vous les avez senties, c'est parce qu'il veut que vous m'aidiez à sauver mon papa. » Victor resta sans voix. Comment pouvait-elle savoir cela? « Abby, j'ai besoin que tu me racontes tout ce qui s'est passé la nuit où ton père a été accusé. Vous allez vraiment m'écouter? » « Oui, je vais t'écouter. » Ils s'assirent dans le jardin de l'abri. Abby raconta que cette nuit-là, le 15 mars, son père était resté à la maison avec elle. Ils avaient dîné ensemble, regardé un peu la télévision, puis il l'avait mise au lit à 9 heures. « Papa ne sort jamais le soir. Il a trop peur de me laisser seule, » expliqua Abby. « Mais le policier Logan a dit que mon père avait braqué un magasin à 10h30. Ce n'est pas vrai. » « Comment peux-tu en être si sûre ?» Abby resta silencieuse un instant. Puis elle regarda Victor avec un air sérieux. « Parce que j'ai une preuve. » « Quel genre de preuve ? » « Papa m'a donné un vieux téléphone pour que je joue avec. Il ne savait pas, mais je filmais tout ce qui se passait à la maison. Ce soir-là, j'ai filmé quand il me lisait une histoire à 10h30. Pile à l'heure où il était censé être en train de voler ce magasin. Le cœur de Victor s'emballa. « Tu as encore cet enregistrement ? » « Oui, il est caché dans ma chambre, ici à l'abri. »
Abby courut chercher le téléphone. Lorsqu'elle revint, elle montra à Victor une courte vidéo. À l'écran, on voyait Lamar assis au bord du lit d'Abby, lisant un livre. L'horloge accrochée au mur indiquait clairement 22h30. « Pourquoi personne n'a vu ça avant ?» demanda Victor. « Je l'ai montré à l'avocat de mon père, mais il a dit que ça ne servirait à rien, que le jury ne croirait jamais à une vidéo faite par une gamine. » Victor regarda la vidéo 2 fois encore. Il était impossible que Lamar ait pu être à 15 km de là, en train de commettre un vol, alors qu'il lisait une histoire à sa fille à cet instant précis. « Abby, pourquoi tu ne l'as pas montré au tribunal ? J'ai essayé, mais personne ne voulait m'écouter. Tout le monde pensait que j'étais juste une petite fille qui pleurait. » À cet instant, Victor ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la honte. Honte de ne pas avoir écouté cet enfant, honte d'avoir été si froid, si rigide. « Abby, je vais t'aider à sauver ton papa. » Les yeux d'Abby se remplirent de larmes de joie. « Vous le promettez ? » »« Je le promets. » Dans les jours qui suivirent, Victor se lança dans une enquête personnelle sur l'affaire. Il découvrit que l'agent Logan avait un passé trouble. 3 autres affaires qu'il avait menées comportaient des irrégularités. Il y avait toujours un suspect arrêté très rapidement, sans réelle investigation. Victor apprit aussi que Logan avait des problèmes financiers. Sa maison avait été mise en vente forcée 2 mois avant le vol. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il devait de l'argent à des gens peu fréquentables. Pendant cette période, Victor passait de plus en plus de temps avec Abby à l'abri. Il y avait chez elle une manière de parler, une simplicité, qui réveillait chez lui des souvenirs enfouis. Elle lui posait des questions sur sa famille, sur ses rêves, sur ce qu'il aimait faire quand il était petit. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-elle un après-midi. « Non, je ne me suis jamais mariée. »« Pourquoi pas ?» Victor réfléchit. « Je crois qu'après l'accident, j'ai pensé que personne ne pourrait m'aimer comme j'étais. »« Comme vous étiez comment ?»« En fauteuil roulant. Inutile. » Abby fronça les sourcils. « Vous n'êtes pas inutile. Vous êtes juge. Vous aidez les gens à trouver la vérité. »« Pas toujours, » répondit Victor, se rappelant combien de fois il avait pu condamner des innocents en se fiant uniquement aux faits présentés. « Mais là, vous m'aidez. Ça veut dire que vous êtes une bonne personne. » Pour la première fois en 15 ans, Victor sourit vraiment. Un sourire sincère, venu du fond du cœur. « Tu sais quoi, Abby ? Tu es en train de me guérir, d'une façon dont je ne savais même pas que j'avais besoin d'être guéri. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu m'apprends à ressentir à nouveau. » Victor savait que rouvrir le dossier de Lamar Smith ne serait pas une tâche facile. Le lundi suivant, il prit rendez-vous avec le procureur James Crawford et le chef de la police, Robert Mason. « Victor, tu n'es pas sérieux !» s'exclama Crawford lorsque Victor exposa la situation. « Cet homme a déjà été condamné. L'affaire est close. »« Il y a de nouvelles preuves, » insista Victor. « Des preuves qui démontrent son innocence. »« Quelles preuves ? Une vidéo filmée par une gamine de 7 ans ? Allons, Victor !» Le chef Mason croisa les bras. « Juge Harland, l'agent Logan est l'un de mes meilleurs éléments. Il n'a jamais commis la moindre erreur en 15 ans de service. » « Alors pourquoi a-t-il bâclé cette enquête ?» demanda Victor. « Pourquoi n'a-t-il pas cherché d'alibi ? Pourquoi ne pas avoir consulté les caméras de surveillance ? » « Parce que ce n'était pas nécessaire, » répondit Mason d'un ton sec. « Il y avait un témoin qui a changé de version 3 fois pendant son témoignage. » Crawford se leva, visiblement agacé. « Victor, je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps, mais ce n'est pas ton rôle. Tu es juge, pas enquêteur. C'est mon rôle quand je réalise que j'ai condamné un innocent. Tu ne peux pas prouver qu'il est innocent. » Victor sortit le téléphone d'Abby de sa poche et le posa sur la table. « Si, je peux. » Pendant quelques minutes, les 3 hommes regardèrent à la vidéo en silence. À la fin, Crawford secoua la tête. « Ça ne prouve rien.
La vidéo pourrait très bien avoir été filmée un autre jour. L'horloge au mur indique la date, rappela Victor. Une horloge, ça se règle. Victor comprit qu'il ne voulait pas voir la vérité. Pire encore, il semblait en vouloir protéger Logan délibérément. « Je vais rouvrir ce dossier, avec ou sans votre soutien », déclara Victor. Crawford et Mason échangèrent un regard inquiet. « Victor, » dit Crawford lentement, « tu devrais vraiment réfléchir avant d'aller plus loin. Rouvrir un dossier comme celui-ci pourrait avoir des conséquences sérieuses pour ta carrière. » Quel genre de conséquences? Du genre à te faire perdre ton poste de juge. Victor comprit la menace. Mais quand il pensa à Abby et à Lamar, il sut qu'il ne pouvait pas reculer. « Qu'il en soit ainsi », dit-il en quittant la pièce. Ce même après-midi, Victor entama les démarches administratives pour la réouverture du procès. Le lendemain, les journaux affichaient en une. Un juge rouvre une affaire suite aux déclarations d'une enfant parlant de miracle. Durant la semaine, Victor reçut plusieurs appels de collègues. Certains étaient polis, d'autres beaucoup moins. Tous étaient clairs. Il faisait une grosse erreur. Le vendredi soir, alors qu'il révisait des documents chez lui, le téléphone sonna. C'était Abby. « Juge Victor, il y a des hommes bizarres ici à l'abri qui posent des questions sur moi. »« Quels hommes ?» ?»« Ils disent qu'ils sont policiers, mais ils n'ont pas d'uniforme. La directrice dit qu'ils n'ont pas le droit de m'emmener, mais ils insistent. » Victor sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Abby, écoute-moi bien. Monte dans ta chambre et verrouille la porte. Ne sors sous aucun prétexte. J'arrive tout de suite. » Victor se précipita vers l'abri aussi vite qu'il le put. À son arrivée, les policiers étaient déjà partis, mais la directrice était encore sous le choc. « Ils ont dit que la fillette était un témoin clé dans une affaire fédérale, » expliqua-t-elle. « Mais quand j'ai demandé une pièce d'identité officielle, ils sont partis. » Victor monta rapidement à l'étage. Il trouva Abby cachée sous son lit, toujours serrant son ourson contre elle. « Vous êtes venu ?» dit-elle, en courant vers lui pour l'enlacer. « Bien sûr que je suis venu. Abby, tu ne peux pas rester ici cette nuit. C'est trop dangereux. On va aller où? Chez moi. Là-bas, tu seras en sécurité. » Victor emmena Abby chez lui. C'était une grande maison, vide, où il vivait seul depuis 15 ans. Elle fut impressionnée par la taille, mais remarqua rapidement l'absence de photos, de dessins ou de quoi que ce soit qui rende la maison chaleureuse. « Vous vivez tout seul ici? »« Oui. »« Vous n'avez pas peur? »« Peur de quoi? »« Des fantômes. Les grandes maisons vides ont toujours des fantômes. » Victor éclata de rire. « Les fantômes, ça n'existe pas, Abby. »« Comment vous pouvez en être si sûr? » »« Parce que les fantômes ne sont pas réels. Mais les miracles, eux, ils le sont. » Victor arrêta de pousser son fauteuil et la regarda. « Tu crois vraiment aux miracles? »« Bien sûr. Vous avez senti vos jambes ce jour-là, non? »« Oui, je les ai sentis. »« Alors les miracles sont réels. » Ils passèrent la soirée à discuter et à préparer l'audience à venir. Abby aidait Victor à trier les documents, tout en posant 1000 questions sur la justice et pourquoi certaines personnes mauvaises n'étaient jamais punies. Vers 2 heures du matin, un bruit se fit entendre à la porte d'entrée. Victor se tendit immédiatement. Il n'attendait personne. « Abby, va dans la chambre du fond et cache-toi dans l'armoire, » murmura-t-il. « Et vous? Je vais voir qui c'est. » Victor s'approcha de la fenêtre du salon et aperçut une silhouette dans le jardin. Son sang se glaça. C'était l'agent Logan. Il n'était pas là pour une visite courtoise. Il avait une arme à la main et essayait de forcer la porte arrière. Victor attrapa le téléphone pour appeler la police. Mais la ligne était coupée. Logan avait sectionné les câbles. « Abby !» cria Victor. « Cours te cacher !» Logan réussit à entrer. Ses pas résonnaient dans le couloir sombre. « Juge Harland !» hurla-t-il. « Je sais que vous êtes là. Sortez,
et il ne vous arrivera rien. » Victor fit avancer son fauteuil aussi discrètement que possible jusqu'à la chambre où Abby se cachait. Il la trouva tremblante dans l'armoire. « Il va nous faire du mal ?» murmura-t-elle. « Je ne le laisserai pas faire », lui promit Victor. Logan trouva la pièce quelques minutes plus tard. Lorsqu'il alluma la lumière et vit Victor protégeant Abby, il eut un sourire glacial. « Quelle jolie scène !» dit-il en pointant son arme vers eux. « Le juge héroïque et la petite fille. »« Logan, tu n'es pas obligé de faire ça, » tenta Victor, gardant un ton calme. « On peut encore parler. »« Parler ? Tu as ruiné ma vie ? Tout allait parfaitement, jusqu'à ce que tu décides de jouer au justicier. Tu as piégé Lamar. Pourquoi ?» Logan rit, amer. « Parce que j'avais besoin d'argent, et quelqu'un m'a payé très cher pour m'assurer qu'il serait condamné. » « Qui ? » ?»« Ça n'a plus d'importance. Vous en savez trop tous les deux. » À ce moment-là, Abby fit quelque chose d'inattendu. Elle bondit hors de l'armoire et se jeta sur les jambes de Logan, le faisant tomber au sol. « Courez, juge Victor, courez !» L'arme partit dans les airs et tira en direction du plafond. Victor tenta de bouger, mais son fauteuil resta coincé dans le tapis. Logan se releva, furieux, et pointa son arme vers Abby. « Petite idiote !» C'est alors que la porte d'entrée vola en éclats. Plusieurs policiers firent irruption dans la maison. La directrice de l'abri avait appelé les autorités peu après le départ de Victor, inquiète pour la sécurité d'Abby. Logan fut arrêté, hurlant des menaces. Victor serra Abby dans ses bras. Elle pleurait, à la fois terrifiée et soulagée. « Tu m'as sauvé la vie, » lui dit-il. « C'est vous qui avez sauvé la mienne en premier, » répondit-elle. La nouvelle audience fut fixée un mardi matin. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville et tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer. Le tribunal était plein à craquer. Des journalistes de la presse écrite et de la télévision occupaient tous les sièges du premier rang. Victor arriva au tribunal d'une manière différente. Au lieu d'être poussé par un assistant, il faisait rouler son fauteuil lui-même. Ses jambes ne fonctionnaient pas encore totalement, mais il avait retrouvé un peu de mouvement et de sensibilité. Depuis l'attaque de Logan, Victor sentait peu à peu ses jambes se réveiller. D'abord, un simple picotement, puis il avait réussi à bouger les orteils. Ce matin-là, il avait même réussi à se tenir debout quelques secondes en s'appuyant sur le lit. « Bonjour à tous », dit-il en entrant, sa voix plus douce, plus humaine qu'avant. Lamar Smith entra à son tour, escorté par 2 gardes. Il avait maigri pendant ses mois de détention, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Abby assise au premier rang. La petite lui fit un signe de la main en formant un cœur avec ses doigts. « Cette audience, » commença Victor, « a été convoquée pour réévaluer le dossier de l'État contre Lamar Smith, à la lumière de nouvelles preuves. Le nouveau procureur public, nommé après le refus de Crawford de participer, rappela brièvement les faits initiaux. Ensuite, Victor appela Abby à la barre. « Abby, » dit Victor avec douceur, « peux-tu raconter à tout le monde ce qui s'est passé la nuit du 15 mars ?» D'une voix claire et assurée, Abby raconta toute l'histoire. Comment son père avait préparé le dîner, comment ils avaient regardé la télévision, puis lu une histoire avant de dormir. Ensuite, elle montra la vidéo à tout le tribunal. « Cette vidéo a été enregistrée à 22h30, » expliqua Victor. « À l'exact moment où M. Smith aurait soi-disant cambriolé une boutique à 15 km de chez lui. » La salle réagit dans un murmure de surprise. Il était évident que Lamar ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Victor présenta ensuite toutes les preuves de la corruption de Logan. Des relevés bancaires avec des paiements suspects, des témoignages de personnes accusées à tort par lui et les enregistrements de sa tentative d'assassinat contre Victor. « Mesdames et messieurs les jurés, » dit Victor, « cette affaire ne concerne pas seulement l'innocence de M. Smith. Elle soulève une question bien plus grave. Que se passe-t-il lorsque notre système judiciaire échoue? Lorsque nous devenons tellement obsédés par l'idée de boucler des dossiers
que nous oublions de chercher la vérité? Il fit une pause, puis regarda Abby. Cette fillette courageuse m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis 15 ans. Que la justice ne vient pas seulement des livres de loi. Elle vient du cœur. Elle vient de la volonté d'écouter, vraiment, et de laisser la vérité émerger. Le jury se retira pour délibérer. Pendant l'attente, Abby s'approcha de Victor. « Juge Victor, vous sentez mieux vos jambes aujourd'hui? » « Oui, un peu plus chaque jour. C'est parce que vous faites ce qui est juste. Dieu est en train de vous guérir petit à petit. Tu y crois vraiment? » « J'en suis sûr. » 2 heures plus tard, le jury revint. Le porte-parole se leva et déclara « Nous déclarons l'accusé Lamar Smith non coupable de toutes les charges. » La salle éclata en applaudissements. Lamar se mit à pleurer, la tête entre les mains. Abby bondit de sa chaise et courut l'enlacer. Des gens dans le public se levèrent, certains en larmes. Victor tapa du marteau pour appeler au silence, mais lui-même avait du mal à parler tant il était ému. Après quelques minutes, il reprit la parole. « Monsieur Smith, au nom de l'État et en mon nom personnel, je vous présente mes excuses. Vous avez été victime d'une terrible injustice et j'y ai contribué. J'espère qu'un jour, vous pourrez me pardonner. » Lamar le regarda, les larmes aux yeux. « Juge, vous avez sauvé ma vie et celle de ma fille. Je ne vous remercierai jamais assez. » Une fois les formalités terminées et Lamar officiellement libéré, Abby revint vers Victor. « Juge Victor, je peux faire quelque chose? Que veux-tu faire? Je veux prier pour vos jambes, encore une fois. La première fois, Dieu a guéri votre cœur. Maintenant, je veux lui demander de guérir vos jambes complètement. » Victor regarda autour de lui. Le tribunal était encore plein et les caméras de télévision étaient braquées sur eux. Il savait que si Abby priait là, devant tout le monde, la scène ferait le tour du monde. Mais il savait aussi que cela n'avait plus d'importance. Ces derniers mois, il avait compris que certaines choses comptaient plus que sa réputation ou son image publique. « Vas-y, Abby, » dit-il simplement. Abby s'agenouilla devant Victor, exactement comme la première fois. Cette fois-ci, pourtant, personne ne rit. La salle entière se tut. « Cher Dieu, » dit-elle, « merci d'avoir sauvé mon papa. Maintenant, je te demande de terminer la guérison du juge Victor. Il a retrouvé un bon cœur. Aide-le à marcher pour qu'il puisse encore aider plein d'autres gens. » Victor ferma les yeux. Il sentit une chaleur monter le long de ses jambes, plus forte que jamais. Lorsqu'il les rouvrit, il tenta de se lever. Cette fois, ses jambes le soutinrent complètement. Il se leva de son fauteuil, vacilla un instant, puis resta debout. La salle retint son souffle. Victor fit un pas, puis un autre, puis un troisième. « Je peux marcher », murmura-t-il, incrédule. « Je peux marcher », cria-t-il plus fort. La salle explosa en cris de joie. Des gens pleuraient, s'enlaçaient, applaudissaient. Abby sauta de bonheur et courut dans les bras de Victor, qui la souleva et la fit tournoyer dans les airs. Lamar s'approcha, les larmes aux yeux lui aussi. « Comment pourrais-je vous remercier tous les deux? »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Victor. « En vérité, c'est moi qui te dois tout. Vous m'avez rendu la vie. » 3 mois plus tard, Victor rendit visite à Lamar et Abby dans leur nouvelle maison. Lamar avait trouvé un travail dans un garage et reconstruisait peu à peu sa vie. Abby était inscrite dans une bonne école et s'y faisait plein d'amis. « Juge Victor !» cria Abby en le voyant arriver. « Vous avez apporté les fleurs ?» Victor éclata de rire. Il avait promis d'apporter des fleurs à planter dans le jardin de la nouvelle maison. Mais en réalité, il apportait bien plus que des fleurs. Il apportait de la joie, de l'amitié et le désir de faire partie d'une famille. « Allons planter ces fleurs ensemble », dit-il à Abby. Pendant qu'il plantait les fleurs dans le jardin, Abby demanda «
« Juge Victor, vous êtes encore juge ?»« Oui, je le suis toujours. Mais maintenant, j'écoute vraiment les gens. J'ai compris que juger, ce n'est pas seulement appliquer la loi, c'est chercher la vérité et faire ce qui est juste. Et vous êtes heureux ?» Victor regarda autour de lui. Lamar préparait un barbecue dans le jardin. Abby, les mains pleines de terre, plantait des marguerites. Le soleil brillait fort et Victor sentait la chaleur sur ses jambes. Des jambes qui fonctionnaient désormais parfaitement. « Je suis très heureux », répondit-il. Ce jour-là, ils firent un barbecue dans le jardin. Victor apprit à Abby quelques pas de danse country sur la pelouse, riant à chaque fois qu'elle lui marchait sur les pieds. Lamar raconta des anecdotes drôles de son travail, et Victor se rendit compte qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait autant ri. Quand le soleil commença à se coucher, Victor sut qu'il devait rentrer. Mais cette fois, en quittant la maison de Lamar et Abby, il ne rentrait pas dans une maison vide. Il rentrait chez lui, le cœur rempli, sachant qu'une famille l'attendait, chaque fois qu'il voudrait revenir. Dans la voiture, il jeta un œil dans le rétroviseur et vit Abby lui faire signe depuis la fenêtre. Il lui répondit d'un geste de la main et sourit. La petite fille, qui, un jour, lui avait promis de le guérir, avait tenu sa promesse. D'une façon qu'elle-même ne soupçonnait pas. Elle n'avait pas seulement guéri ses jambes, elle avait guéri son âme. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous, croyez-vous au miracle? Aimez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et n'oubliez jamais, même le plus petit geste peut changer toute une vie.